Donc bonjour à tous. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte avant de commencer ce webinar, mais très rapidement, parce que le webinar est enregistré, donc de toute façon, vous le retrouverez en replay. Donc on va juste attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour Quentin. Bonjour Kamel. Bon allez, on attend encore quelques secondes et puis on démarre. Top. Bon allez, go. Marine Debar, je suis en charge de la relation des grandes entreprises et des partenariats au sein de Hub Francia. On organise mensuellement les webinars Osélia, qui sont sur le partage d'expériences et de solutions entre membres de la communauté, mais aussi ouverts au grand public. Pour ce webinar, c'est le cas à nouveau. Pour ce mois de mai, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Oualalen, qui est le CEO de Numalis et qui va nous présenter l'AICET pour l'évaluation des compétences en IA. Petit rappel du format, donc on est toujours sur un format de 30 minutes avec 20-25 minutes de présentation par l'intervenant, donc par Arnaud aujourd'hui, et ensuite 5-10 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le channel de discussion et sinon on peut aussi vous donner la main en live à la fin. Donc voilà, comme vous voulez, on traitera les questions en premier et ensuite on pourra donner la parole à certains si vous le souhaitez. Voilà, donc je laisse la parole pardon, à Arnaud. Super. Merci beaucoup pour le mot d'intro. Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Yolalen, comme ça a été dit, donc le PDG et cofondateur de Numalis. Je suis aussi expert dans les différents comités de standardisation de l'IA. C'est pour ça que je vais aussi de temps en temps en parler un petit peu. Normalement, là, vous voyez mon écran. Ça doit reproduire l'écran entier. Ouais, ok, top. Et donc là, je peux faire comme ça. Et voilà. Et Super. tout Et le donc, monde oui, voit la présentation. voilà. Donc, je vais vous parler effectivement de l'i7. Qui est une méthodologie d'abord, puis un outil qu'on a développé pour évaluer les compétences en IA. Et l'idée qu'on s'en est fait au début, c'était un peu de dire, OK, on aimerait bien avoir un peu comme un GPS qui nous oriente sur comment on peut évaluer les compétences et surtout comment on les fait progresser après pour aller au but espéré, qui est aujourd'hui l'adoption de l'IA dans les fonctions métiers de manière, on va dire, responsable, raisonnée. Le premier constat qu'on a fait, c'est de dire, bon, globalement, la difficulté aujourd'hui, elle est pas sur les outils, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut déployer de l'IA n'importe où. Aujourd'hui, c'est, j'appuie sur un bouton, je sors ma carte bleue et dans les 30 secondes, ça y est, j'ai, déployé de l'IA pour 25 ou 2000 personnes. C'est pas très dur. Les infras sont là, on peut tout faire en cloud. Enfin, honnêtement, ça y est, c'est parti, quoi. Les budgets ont été aussi engagés. Je veux dire, il y a des budgets de formation pour essayer de former tout le monde à l'IA générative, aux chatbots, aux agents, et cetera. Donc globalement, tout ça, c'est déjà aussi en place. Et il y a une forte, on va dire, culture d'adoption qui est poussée par les comex pour dire: «OK, il faut y aller, il faut engager tout le monde». Là où par contre on voit qu'il y a un trou dans la raquette, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'indicateurs qui remontent. Une fonction RH qui a formé à tour de bras sur, je sais pas, Copilote, aujourd'hui, elle n'a pas d'autre indicateur que le nombre de personnes qu'elle a formées. Et le taux d'adoption, finalement, il n'est pas forcément directement mesurable et parce qu'on ne mesure pas très bien si les gens ont finalement compris les formations qu'ils ont eues. On sait qu'ils les ont eues, mais on ne sait pas trop ce que ça a donné. Et donc, si on veut vraiment sensibiliser et optimiser les investissements pour que les actions prennent vraiment toute la puissance qu'elles peuvent déployer en termes d'adoption, il faut avoir ces indicateurs pour se dire, OK, qui est en difficulté, qui au contraire est leader et sur qui je peux m'appuyer pour avancer, quoi.
Et il y a 2-3 ans qu'on a commencé à réfléchir ça, l'image qu'on avait, c'était de dire, bah, pour l'anglais, typiquement, on a le TOEIC et on est capable de dire, si une personne, elle est douée ou pas, en IA, à partir d'un simple score. Et on s'est dit: «Mais il y a rien en rapport avec l'intelligence artificielle». À l'époque, le seul truc qu'il y avait, c'était de dire: «Bah, est-ce que tu as un diplôme ou pas en IA?» On s'est dit: «Bon, déjà, les diplômes, c'est vite obsolète, surtout à l'âge de l'IA où vous avez passé un diplôme il y a 5 ans en IA, honnêtement, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils vaillent encore quelque chose». Mais c'est surtout qu'en plus, il y a pas de notion de score, quoi. C'est-à-dire que, ouais, vous avez peut-être la note, mais bon, ça va pas vous dire grand-chose, quoi. La maîtrise de l'IA, finalement, c'est quelque chose qu'il faut évaluer, de manière beaucoup plus fine, que, juste avoir un diplôme. Et d'où l'idée de construire un petit peu un référentiel, un peu comme à l'idée du TOEIC, qui s'appellerait l'ICET, donc le AI Competency Evaluation Test, qui permettrait de mesurer le niveau de maîtrise, selon différentes compétences et qu'on pourrait ensuite aller adapter un peu par métier parce que, bah, les fonctions IA, je sais pas, dans les fonctions achat, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on va avoir dans les fonctions RH ou dans les fonctions juridiques et cetera. Alors ça paraît un peu compliqué de se dire: «Mais alors comment on va faire tout ça?» Et donc ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'est qu'on a travaillé avec l'AFNOR, donc le comité de standardisation français, pour définir justement une méthodologie qu'on a fait standardiser, via une AFNOR spec, qui s'appelle la 2401 et qui, définit, le cadre dans lequel on peut s'inscrire pour faire cette méthodologie et donc pour avoir un outil standardisé à travers, toute l'industrie qui permettrait de faire ça. Donc ça, c'est un document qui est publié. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de la FNORSPEC, on a payé pour qu'il soit gratuit, donc vous pouvez le lire si vous voulez. Ça vous raconte la méthodologie et ensuite ça va vous montrer comment nous, on l'a implémenté pour faire cet outil i7. Alors comment on a fait? Bah, déjà, on s'est dit: «OK, c'est quoi l'IA?» Et alors, on a travaillé avec un comité scientifique et éthique, composé de je crois, il y a une quinzaine d'universités maintenant qui l'ont rejoint, avec des figures, on va dire, de la recherche et du monde industriel, en IA, pour nous aider déjà à identifier, OK, c'est quoi le périmètre de l'IA? Et dans ce périmètre, on a identifié, plus de 200, topics de l'IA, donc c'est-à-dire, il y a des sujets, très techniques, mais il y a aussi des sujets légaux, des sujets éthiques, des sujets opérationnels, des sujets applicatifs. Il y en a beaucoup et ensuite, à ces 200 topics, on est allé chercher, en travaillant avec eux, les compétences qui devraient être associées à ces sujets-là. Par exemple, si vous faites de l'IA générative, ça c'est, une des branches de l'IA, bah, une des compétences, ça va être de savoir faire du prompt. Ça en est une parmi on en a identifié aujourd'hui plus de 400, avec ce comité, pour justement, dire c'est quoi les sujets, puis les compétences qu'il va falloir évaluer. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit: «Bon, il faut un peu regrouper ça parce que si on dit aux gens: "Bah, vous allez piocher vous-même dans 400 compétences", ça va pas le faire». Et on a déjà identifié aujourd'hui 9 modules, qui regroupent, on va dire, des grands thèmes qui sont pertinents pour, l'évaluation de certaines fonctions métiers dans le monde industriel. On ne parle pas tellement du monde académique ou, j'allais dire de l'éducation. On s'est vraiment focus d'abord sur le B2B pour dire: «OK, de quoi ont besoin aujourd'hui les entreprises?» Et donc on va avoir des modules, par exemple, très généraux sur c'est quoi la culture IA et la notion de discernement, qui est associée en général à l'usage de l'IA mais aussi des choses beaucoup plus pointues, par exemple pour des populations un peu plus, légales, sur une notion par exemple de gouvernance ou de l'AI Act, le règlement, européen sur l'AI. Et donc on a aujourd'hui, ces 9 premiers modules, on va en faire d'autres, hein, plus tard, mais on a lancé ça en premier. Et ensuite on les a déclinés par métier parce qu'on s'est dit: «Je ne vais pas poser les mêmes questions quand je vais dire, le discernement à l'usage de l'IA générative pour une fonction finance que pour une fonction RH». Idem, je vais peut-être avoir des niveaux différents quand je vais questionner, par exemple, la DSI, sur, les risques des LLM que la fonction achat. Parce que, bah, la DSI, elle est censée être beaucoup plus affûtée, sur ces sujets-là. Et donc on a 3 niveaux à chaque fois pour chacune des compétences et des métiers. Niveau acculturation, c'est vraiment le socle commun. Avancé, c'est-à-dire qu'on est dans la pratique et il faut être capable de le faire et expert, c'est plutôt un niveau où on est, au-dessus et on essaie de faire du pilotage, pour d'autres pour l'équipe, par exemple. Donc, vous voyez la combinatoire de tout ça, quand j'ai 400 compétences par 9 métiers, par 3 niveaux, on se retrouve très vite avec une immense base de données à constituer, de questions et c'est ça que nous, on a développé à Numalis avec tout notre réseau d'experts. C'est, justement les centaines, les milliers de questions qui sont nécessaires pour couvrir le champ de ces, modules, de ces métiers et de ces niveaux.
Et ensuite, on est capable, bah, voilà, de composer un petit peu, pas à la carte, mais presque, quel module j'ai besoin pour mes populations, à quel niveau, et ça, c'est quelque chose qu'on va ensuite, déployer, à travers, bah, des LMS, par exemple, chez nos clients. Alors comment ça marche? Donc comme je l'ai dit, première étape, on va chercher les métiers qu'on veut évaluer en sélectionnant les compétences et les différents modules. Ensuite, on peut déployer ça à l'échelle. Alors comment on fait? En fait, aujourd'hui, avec tout ce qui est utilisé dans les, learning management systems avec SCORM, on est capable de connecter automatiquement, tous nos modules directement dans votre, LMS avec SCORM. Donc, en gros, c'est pareil, clic bouton et pouf, vous avez des évaluations qui apparaissent. Vous pouvez les attribuer ensuite aux différents, populations que vous avez choisies, mes populations DSI, achat, juridique, et cetera, en fonction des modules dont vous aviez besoin. Et à l'issue de ça, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de produire un diagnostic qui va récupérer tous les résultats de votre population par module, par compétence, et cetera, pour aller identifier des recommandations. Et c'est là où, là, il y a j'allais dire, des indicateurs qui vont pouvoir remonter à la fois vers vos RH, mais aussi vers votre COMEX ou même vers les chefs d'équipe, pour dire: «OK, qu'est-ce que j'ai pu détecter sur telle compétence, dans tel module, sur telle population? Quels sont les signaux faibles, que j'ai pu avoir, les signaux forts au contraire sur lesquels je vais m'appuyer?» Pour qu'on puisse aller ensuite faire progressivement de la montée en compétences et des recommandations de cette montée en compétences. Donc concrètement, les livrables, on les fait en 3 étapes. Il y a l'évaluation, donc j'en ai parlé, c'est vraiment comment je mets dans mon LMS l'ensemble des modules, je les fais dérouler ensuite par mes équipes avec, une interface, voilà, on va dire, moderne, un LMS, qui est propre chez vous et qui marche bien et que les gens ont déjà leur login, mot de passe, comme ça il y a pas de friction. Nous, ce qu'on est capable ensuite de livrer, c'est évidemment les dashboards, hein, c'est-à-dire, bon, OK, combien de personnes se sont connectées, les scores moyens, on va dire les résultats macros, qui ont été obtenus, sur ces populations, sur le LMS. Et enfin, le diagnostic, là où on va rentrer vraiment dans le détail en disant: «OK, sur tel module, sur cette compétence, qui est fort, qui est faible, est-ce qu'il y a des points de vigilance? Est-ce qu'on est au niveau attendu ou pas?» Et ensuite, comment on peut essayer de corriger ça et dans quel ordre il faudrait essayer de le corriger. Donc là, on va vraiment rentrer dans des recommandations plus opérationnelles, pour, chacune des populations. Donc 3 livrables qui se cumulent, au fil de l'action qu'on est capable de dérouler. Et donc, quand je dis, voilà, on veut avoir une population, une évaluation de la population, c'est que vraiment on va pouvoir, comment dire? Drill down, enfin, on va pouvoir creuser, progressivement dans la structure de l'organisation pour dire: «OK, d'abord je vais regarder au niveau macro, je vais avoir, potentiellement un score un peu plus global qui va agréger l'ensemble des scores» sur un certain nombre de compétences. Ça, c'est quelque chose qu'on peut monitorer dans le temps. C'est-à-dire que si vous refaites l'évaluation, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, vous pouvez constater s'il y a des indicateurs qui bougent, et dans le bon sens surtout. Donc ça, c'est typiquement des indicateurs qu'on peut valoriser, nous on pense, dans des rapports de COMEX, pour dire: «Bah, voilà où est mon niveau d'entreprise en termes de maîtrise de l'IA et voilà où je veux être, l'année prochaine, en termes de montée en compétences». Ensuite, on peut aller un petit peu plus creuser par module, par population, pour identifier, OK, où sont les populations qui sont en dessous du niveau attendu, qui sont à risque, ou au contraire qui sont au niveau attendu et où tout va bien et on peut s'appuyer dessus. Et on peut même aller jusqu'au niveau individuel. Et là, vous voyez cette visualisation avec le radar, c'est là où on refait le lien avec tout ce qu'on a décrit dans cette fameuse spécification AFNOR. C'est qu'en fait, on a détaillé que, les différentes compétences s'inscrivent dans 5 dimensions, donc de la dimension théorique, applicative, opérationnelle, juridique, et cetera. Donc vous voyez, c'est très varié, très, très large et on est capable de scorer à l'intérieur de chacune de ces dimensions et dire: «Pour un profil, voilà, de monsieur, Thomas D, qui est product manager, voilà le profil qu'il a en termes de maîtrise». On peut aussi avoir des profils types qu'on espère, c'est-à-dire, il est product manager, donc j'imagine qu'il est pas mal en opérationnel et en théorique. Est-ce que je suis au niveau attendu? Donc je peux comparer le radar idéal versus son radar à lui pour me dire: «OK, tiens, là, j'ai un axe de progression sur lequel je peux travailler dans mon plan de développement de compétences et proposer des formations adaptées pour le faire monter en compétences spécifiquement sur cette dimension-là, sur ces compétences qui ont besoin d'être montées».
Voilà, tout ça, ça donne ensuite une analyse qualitative sur laquelle on va pouvoir travailler en termes de gouvernance des compétences. On va pouvoir renforcer une culture, de l'IA et on va pouvoir aller, chercher, des choses plus, voilà, hétérogènes, aussi bien dans les fonctions, très différentes comme la finance ou les achats, pour aller vraiment creuser, concrètement ce qu'on peut aller améliorer. Donc, je l'ai un peu déjà dit, mais globalement, finalement, quand on a ces indicateurs, bah, on arrive à prendre des décisions un peu plus, éclairées sur différents sujets. Bon, évidemment, la priorisation budgétaire des budgets de formation qui sont toujours, voilà, à enveloppe finie. Donc, où les allouer, et vers qui, en fonction justement des recommandations et des points de vigilance qu'on a pu détecter. Une qui coûte par contre pas cher à mettre en œuvre, c'est de pouvoir identifier où sont vos relais, en fait. Et nous, on le voit dans notre équipe, il y a des gens en fait qui font de l'IA, chez eux, le week-end, le soir, sur leur temps libre et en fait qui ont un niveau bien supérieur à ce qu'on suspectait. On ne pensait pas du tout qu'ils étaient aussi bons que ça et en fait, ils connaissent super bien les technos et en faisant ça, on a pu les identifier et leur donner un rôle officiel en disant: «Bah, écoute, maintenant tu es référent sur ces sujets-là» parce qu'en fait, on voit que tu es super bon et donc on peut valoriser tes compétences que tu as acquis, en dehors même du travail, dans le cadre du travail pour devenir un ambassadeur. Et ça, c'est hyper précieux parce que c'est un mouvement qui vient de la base et donc c'est pas du top down où vous imposez, où vous créez de la comitologie et cetera. Non, non, vous identifiez les gens qui sont, des bons relais et vous les faites monter, naturellement, auprès des autres, donc avec une plus forte légitimité pour, favoriser l'adoption au sein de votre d'organisation, quoi. Bon, du coup, après, avec tout ça, on peut faire des feuilles de route, hein, avec un diagnostic, avec des recommandations. On peut essayer d'établir une stratégie de comment on va aller chercher, justement, bah, les low hanging fruits, hein, les choses qu'on peut aller, activer rapidement et qui vont apporter de la valeur. Et au contraire, là où on a des choses plus structurantes qu'il va falloir réfléchir, avec potentiellement, voilà, des enjeux plus forts de formation et d'étapes, et de go, no go qu'il va falloir mettre en œuvre, quoi. Enfin, il y a une notion aujourd'hui qu'on pense qui est hyper cruciale, c'est la notion quand même de gouvernance, de l'IA, notamment par rapport à la réglementation, qui impose quand même d'avoir ces choses-là en place. Il y a un besoin de piloter ça, notamment parce que, bah, l'IA, c'est une cible mouvante. Aujourd'hui, on parle beaucoup, voilà, d'IA agentique. Il y a 3 ans, c'était que de l'IA générative. Dans 3 ans, je ne sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, ce sera probablement pas la même chose. Donc il y a un vrai sujet de, pouvoir piloter dans le temps, si les gens sont toujours à bord, s'ils n'ont pas décroché et s'ils continuent de se former, sur les technologies qu'on a aujourd'hui qui sont en train d'apparaître. Bon, je passe un peu vite évidemment, donc bon, ça c'est un outil qu'on vend, donc évidemment il y a des offres. On peut faire un assessment simple, sans avoir de diagnostic. On est plutôt, aujourd'hui en train de dire, la vraie valeur, elle est dans le diagnostic. Ce qu'on est en train de préparer, c'est que, vu qu'on a une notion très fine des compétences, des forces, des faiblesses, on est en train de préparer effectivement de faire de la montée en compétences avec du training. Donc, vous connaissez tous, je pense, Duolingo, hein. Tous les jours, vous recevez des questions, on vous challenge, on vous apprend un truc. La même idée, c'est-à-dire que tous les jours, on va pouvoir dire: «OK, sur quoi on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut améliorer en fonction soit des objectifs de la personne, soit de son manager, soit de l'organisation?» Et ça, le but du jeu, c'est de faire monter ensuite à des niveaux d'expertise suffisamment hauts pour travailler avec notamment notre partenaire qui est l'APAV pour aller faire de la certification. Donc on est en train de définir avec eux le premier référentiel de certification i7, sur les compétences IA pour certains métiers, qui permettront de voilà, pour vos fonctions hyper critiques, je sais pas moi, vos top, data analyst ou, top AI engineer, d'aller obtenir des certifications qui seront reconnues par la PAV et qui pourront du coup, vous servir aussi, bah, si vous faites du placement de personnes en portage, bah, pouvoir dire: «Voilà le niveau que je peux attester, de cette personne, voilà, le certificat qui va avec», quoi. Donc là, on va travailler en particulier, voilà, sur, les fonctions, à mon avis, plus, voilà, DSI, data IA, qui sont vraiment là où, le cœur de la valeur, et sera le plus fort, en termes de certification. Ça est en train d'arriver, on pense que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, ça sera en place. Donc si vous êtes intéressés, on pourra vous tenir au courant, quoi. Alors ce diag, donc on parle, nous, on peut le dérouler assez vite, hein. Vous avez sûrement tous déjà un LMS en place, donc déployer sur votre LMS, c'est, 30 secondes. Faire l'analyse, nous, ça nous prend un peu plus de temps parce que, bah, voilà, il y a des gens qui regardent et qui font des diagnostics et qui vous font des retours. Mais en gros, en moins d'un mois, on peut avoir cadré
évalué, analysé et rendu la restite pour que vous ayez des actions que vous puissiez déclencher dans la foulée sur votre budget annuel pour la suite, quoi. Donc ça peut aller relativement vite si vous avez les éléments en place, quoi. Voilà, donc nous, qui on est? Donc Numalis, on est une deep tech française, on existe depuis 10 ans. On travaille historiquement plutôt avec des grands groupes, beaucoup d'ailleurs dans le monde de la défense, du transport, de la finance. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu ça notre terrain de jeu habituel. On est vraiment deep tech, on travaille dans des milieux plutôt voilà, scientifiques assez profonds, composé pas mal de chercheurs, enfin avec des gens avec des PhD, et avec une forte implication dans la standardisation. Comme je vous disais, moi-même, je suis expert dans les comités de standardisation et c'est pour ça qu'on a toujours ce regard très attentif sur: «Est-ce que je peux standardiser ce que je fais?» parce que j'ai pas juste envie de claim que c'est Numalis qui a raison, mais en fait, c'est une méthodologie qui est reconnue par l'écosystème et qui ouvre du coup à des reconnaissances et des certifications de tiers qu'on peut opposer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a plein de standards adossés à ça, donc le AFNOR Spec 2401, il y a un standard européen qui est dans les tuyaux aussi, que je suis en train de pousser, qui va permettre de faire reconnaître ça au niveau européen, pas seulement français, et on espère après au niveau mondial, au niveau ISO. Il y a aussi l'AI Act, je vous disais, qui a une exigence sur la AI literacy avec l'article 4, et donc ça, c'est une réponse aussi à cette exigence de dire comment je vais répondre à l'obligation de vérifier que mes gens, eh ben, ils ont le bon niveau par rapport à l'usage de l'IA que j'en fais. Notre partenaire, APAV, qui nous donne aussi voilà, sa crédibilité et son sérieux pour faire l'évaluation officielle avec une certification à la clé, et tout ce comité scientifique. Et donc là, j'invite aussi, si vous avez chez vous des top AI engineers, des rockstars de l'IA, s'ils veulent participer à ce comité scientifique, il est ouvert. Donc vous pouvez aussi nous contacter, on pourra voir si bah, le reste du comité scientifique sera intéressé pour intégrer ces personnes et amener leur expertise pour driver bah, c'est quoi le scope de l'IA, c'est quoi les compétences essentielles et comment on va les évaluer, quoi. Voilà, je crois que je suis au bout des 20 minutes à peu près, bah, je vous invite, si vous avez des questions, à m'envoyer un email. Vous avez mon email en bas à gauche, et alors je vois pas du tout s'il y a des questions parce que je suis en plein écran. Je ne sais pas si tu peux m'aider, me Ouais, dire s'il y a des ouais, bien s'il y sûr. a des Bah, merci beaucoup déjà Arnaud pour le partage. Justement, je posais la question juste avant que tu finisses pour savoir s'il y avait des questions dans le chat. Il y a une ou deux personnes qui sont en train d'écrire, donc on va voir. Et sinon, comme on est à peu près une quinzaine, si vous voulez prendre la parole directement aussi via le live, vous pouvez. Ce n'est je pas dérangeant du tout. peux peut-être essayer de faire comme ça pour voir en même temps les questions. Ça sera peut-être plus Peut-être simple. avant qu'il y en ait une qui arrive, moi j'en avais une Ouais. très rapidement, c'était de savoir s'il y avait des questionnaires d'entraînement, un peu comme tu vois, tu disais tout à l'heure le TOEIC ou autre. Est-ce qu'on peut s'entraîner avant de passer justement Alors cette oui, certification entre guillemets? oui, 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 tout à fait. On peut faire du mode training, et c'est justement ce qu'on est en train de préparer pour la deuxième moitié de l'année. C'est vraiment comme le Duolingo, c'est-à-dire tous les jours, je vais pouvoir m'entraîner. Hmm, On peut faire des tests blancs aussi. ok, Donc oui, oui, bien sûr, c'est prévu de pouvoir s'entraîner. ok, super. Donc on a Jean-Pierre Feuillet qui nous a posé la question, donc quel est l'impact pour la formation des jeunes de l'AI7? Alors, sur la formation dans le milieu scolaire. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore tout à fait abordé, effectivement. Nous, on pense qu'effectivement, ça peut être une ressource qui pourrait être déployée dans les universités, mais aussi dans les collèges et les lycées. Le but du jeu, c'est justement d'avoir des niveaux qui peuvent être de niveau acculturation, donc vraiment entrée de gamme sur des questions vraiment de compréhension très générale. Donc ça peut aussi concerner, j'allais dire, des lycéens qui aujourd'hui sont même, je pense, peut-être plus acculturés que certaines populations qu'on évalue plus âgées sur l'usage de l'IA. Par contre, c'est plus long parce que, bah, faut passer par le ministère de l'Éducation, c'est pas les mêmes latences. On pense que le B2B va nous permettre déjà de lancer l'action et de faire reconnaître, on va dire ça, dans le milieu professionnel. Mais effectivement, on espère que derrière, on puisse aller aussi déployer ça dans le milieu scolaire ou parascolaire. Merci Arnaud. Très bonne idée. Alors, on a Thibaut qui est en train d'écrire une question également.
Au cas où, Thibaut, si vous Oui, vous préférez pouvez prendre la prendre la parole parole. directement, ouais, ça peut aller, ça peut être plus dynamique, Ah, mais j'en ai une entre-temps de Quentin. Quelles sont les obligations juridiques et RH d'information aussi fines de ce type d'analyse de chaque membre de l'entreprise? ah, Merci. oui, très bonne question. Alors, effectivement, dans certains groupes, la question se pose, avec le CSE de savoir, comment on peut déployer ça, et il ne faut pas que ça ressemble, voilà, à une forme indirecte de flicage et cetera. On peut effectivement choisir ou pas d'agréger, enfin non, de présenter les chiffres agrégés ou non. C'est-à-dire qu'on peut nous ne renvoyer que les chiffres par équipe, et non pas les chiffres individuels, si c'est une demande. Mais ça se règle au niveau de l'entreprise. Après, l'entreprise a toujours, j'allais dire, de ce que j'en comprends, mais je suis moins juriste, hein, peut-être que certains d'entre vous, a toujours le droit quand même de demander de faire passer, des évaluations, par exemple, pour dire si on peut mettre telle personne sur tel projet, et donc d'avoir accès à l'évaluation de la personne pour ça. Après, voilà, de faire un large spectre et d'aller évaluer tout le monde et d'avoir des résultats individuels peut, susciter une question, et donc là, il y a une discussion, à mon avis, à avoir avec les partenaires sociaux, pour cadrer ça, en interne. Mais je ne pense pas qu'il y ait une réglementation, voilà, au-dessus qui viendrait de l'Europe ou de la France qui vous cadre le truc, je pense que chaque entreprise a aujourd'hui à faire son propre cadrage. Très bien. Il y a Thibaut qui vous souhaite du coup Bonjour. prendre la parole. Bonjour. Oui, ce sera peut-être plus Ouais, pratique de cette manière. ouais. Ma question c'était, est-ce que vous prenez certaines IA en fonction de leur, provenance, bah, par exemple, utiliser Mistral parce que c'est français? Ou bien est-ce que vous avez plutôt sélectionné, une IA en fonction de la performance sur les différents, process dans lesquels vous les intégrez? Alors nous, on veut surtout évaluer les compétences des gens en IA. C'est-à-dire que le choix de l'IA qui est utilisé en interne dans l'entreprise, ça nous concerne pas vraiment et c'est pas vraiment une compétence. C'est-à-dire nous, on va plus, vérifier, savoir est-ce que la personne sait, je sais pas moi, est-ce que c'est prompté? Est-ce que c'est qu'une hallucination? Est-ce que c'est, si elle est, DSI, est-ce que c'est que le risque, par exemple, d'un prompt injection ou des choses, voilà, spécifiques au domaine de l'IA, mais pas, spécifiques à l'usage de Mistral ou Copilot ou telle autre, solution, propriétaire. Même dans le Mmh, mais standard, on avait mis une exigence, ça c'est de dire: le but de l'i7, c'est pas de faire de la promotion déguisée à, un fournisseur en particulier ou une technologie particulière. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des questions qui sont neutres en disant pas, bah, quel est le meilleur fournisseur d'IA? Est-ce que c'est, Microsoft, Mistral bah, ou, ou OpenAI? heu, Parce que ça serait un peu orienté de choisir nous la réponse alors que c'est quelque chose de subjectif, quoi. je comprends, mais il y a quand même enfin, plus le temps y passe, plus il y a une spécialisation qui se fait, en fonction des différentes IA. Par exemple, si on prend Claude, on voit que c'est très clairement axé autour du dev. Et si on prend, je sais pas, un Gemini, c'est plus multimodal et etc. Et du coup, enfin, c'est pour ça que je posais cette question-là, c'était savoir si quand on évalue les personnes, il n'est pas intéressant aussi d'évaluer leurs connaissances sur, tel ou tel modèle? Mais peut-être pas, je sais pas. Alors, ce qu'on va vouloir évaluer, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est qu'effectivement, il y a des branches maintenant d'usage d'IA qui sont plus pour le code ou pour la génération de textes, d'images ou whatever. Ça, c'est clair. Mais pour nous, on va le distinguer comme des compétences différentes ou des sujets différents. Donc, on va faire une branche spéciale de, OK, les IA pour faire du code. Et donc, c'est quoi les compétences pour utiliser des IA qui vont aider à faire du code? Et de manière générique, sans vouloir dire, heu, où est-ce que dans Claude vous allez cliquer pour faire ça? Parce que là, en fait, on serait en train de faire, juste une évaluation de est-ce que je sais utiliser Claude dans telle version? Donc ça, on veut essayer d'éviter, on veut essayer de rester, Mmh. générique, agnostique, d'une technologie. Par contre, on veut effectivement coller à l'usage. C'est pour ça qu'on a des dimensions applicatives ou des dimensions opérationnelles où on va rentrer dans le détail de qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme technique, pour faire de l'IA ou pour utiliser de l'IA. OK, OK, je vois. Merci. Et ensuite, on a une autre question de Sarah qui est sur est-ce que le test d'évaluation est accessible à des personnes individuelles pour s'auto-évaluer? C'est-à-dire en dehors, Ah, j'imagine, d'une organisation, est-ce qu'on peut soi-même le faire on personnellement? l'a pas encore ouvert, ça fait partie des axes, de le lancer en B2C, on va dire.
Aujourd'hui, non, c'est pas encore fait, mais c'est dans les tuyaux aussi. C'est-à-dire qu'on y réfléchit. C'est un peu comme, voilà, le domaine de l'éducation, où on aimerait pouvoir faire des partenariats avec, je sais pas, des universités ou des écoles. Mm. Ça demande toute une structuration très particulière. Le B2C aussi, ça demande quand même, une intendance particulière. Aujourd'hui, c'est pas fait, mais c'est clairement dans la roadmap. Ok. Et ensuite, de Kamel, avez-vous pris l'axe agentique dans le cadre de l'identification des compétences en interne, notamment sur Oui. les enjeux de cybersécurité, guardrails et de responsabilité de l'action de ces agents autonomes? Cela semble être un point intéressant pour les organisations aujourd'hui. Tout à fait, donc l'agentique, ça fait partie effectivement des sujets, qui sont couverts. Il y a effectivement beaucoup de choses et ça bouge très vite. Donc là, on pense que les compétences vont évoluer assez vite, notamment aussi sur les aspects cyber, parce que, c'est encore un peu un trou noir aujourd'hui de savoir, c'est quoi la cyber de ces trucs. Mais, on suit ça de très près et c'est vraiment le rôle de ce comité scientifique d'être en veille permanente. Donc c'est pas du tout un travail one shot qu'ils ont fait, c'est un travail qu'on leur demande de faire en continu, et de nous alerter, de nous amender, le référentiel, des sujets, du scope de l'IA et des compétences pour nous dire: «Attention, il y a ça qui est sorti, il y a telle, compétence qui devrait, émerger, comment on va l'évaluer? Quelles questions on pourrait poser pour évaluer ça?» et cetera. Et donc, oui, l'agentique, c'est un peu le sujet, voilà, chaud du moment. Mais on continue à regarder et comme je disais, je suis persuadé que dans 3 ans, si on a le même webinaire, on parlerait pas d'agentique, mais on parlerait, j'en sais rien, de neuromorphique ou des trucs comme ça autant. En train de se dire: «C'est la nouvelle révolution, il faut tous y passer». Et on est persuadé que c'est quelque chose de très mouvant qu'il va falloir adapter en continu. D'où le fait d'avoir un référentiel qui évolue et d'avoir une évaluation, alors peut-être pas permanente, hein, on va pas demander tous les jours, mais en tout cas récurrente de ces compétences pour vérifier que les gens sont toujours là où il faut, quoi. Hop. On a une autre question. Juste pour information, on terminera le webinaire vers midi 5, donc encore 2-3 minutes maximum. N'hésitez pas. Et sinon, comme disait Arnaud, on pourra y répondre aussi par mail. Donc de la part de Charlie, qui concerne vraiment l'évaluation en elle-même. Bonjour, comment prenez-vous en compte l'évolution très rapide des technologies et Ah usages ouais. de l'IA dans l'évaluation, en comparaison justement au TOEIC qui évalue un savoir plutôt stable, qui est une langue? Ouais, c'est Alors sûr ouais, que c'est... je pense que vous avez tapé la question au moment où je donnais ma réponse précédente, donc je l'ai malheureusement peut-être un peu préempté. Mais voilà, donc c'est effectivement, grâce à ce comité scientifique et éthique qui nous aide à suivre l'évolution de la technologie et c'est pour ça qu'on cherche un peu des rockstars, des gens qui sont vraiment au fait de la techno pour nous donner les bonnes indications au bon moment. Et ensuite, on a un réseau d'experts qu'on mobilise en permanence, pour, continuer à nous alimenter avec, bah, des nouvelles questions, des nouveaux sujets qu'il faut aller traiter. Et donc c'est vraiment un travail continu qu'on est en train de faire et pas du tout une évaluation, enfin une production one shot qu'on a faite. Super. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, de la part de Quentin. Avez-vous étudié l'impact ce standard, de Ouais, de standard, ce ah oui, pardon, standard. sur les salariés et le marché du travail et de la formation? Bah, nous, aujourd'hui, on a lancé ça il y a quelques mois maintenant, donc on commence à le voir se déployer. Aujourd'hui, ça reste interne aux entreprises. Notre grand espoir, c'est effectivement que ça devienne un peu comme le TOEIC, quelque chose qu'on met sur son CV, en fait. C'est pour ça aussi qu'on réfléchit à faire des partenariats avec les écoles et les universités parce qu'on aimerait que ça soit associé aussi à l'évaluation qu'ils font eux-mêmes et donc ils puissent, de la même manière qu'aujourd'hui, votre université, elle vous paye le TOEIC, pour pouvoir passer les concours, ou du moins elle vous le subventionne très fortement via votre région ou votre OPCO. De la même manière, on espère pouvoir construire cet écosystème-là auprès des écoles pour, diffuser cette information-là, ce score-là, pour que sur le marché du travail, les gens puissent s'en servir et s'en réclamer. Alors ça va être long, hein, TOEIC, ça ne s'est pas fait en un jour, mais c'est l'ambition qu'on a effectivement de pouvoir avoir cet impact in fine, quoi. Super. Bah, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs questions comme ça en continu, mais Bah, du coup, vous vous avez mon avez... contact, si vous avez d'autres Voilà, questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, ce sera avec plaisir, quoi. exactement. Et ben, merci beaucoup encore Arnaud pour cette présentation et on va terminer ce webinaire et merci aux personnes de s'être connectées.
Bonne Merci à journée à tous. tous. Au revoir.